Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. On se retrouve pour parler de la victoire renversante de l'OGC Nice au stade de la Mosson, un stade qui nous réussit absolument pas depuis un certain nombre d'années. Mais l'OGC Nice a gagné 3 buts à 2. On va revenir en détail sur cette rencontre en compagnie des chroniqueurs du soir et parler également de l'actualité, même si elle est assez pauvre autour de l'OGC Nice, mais voilà, il y a quand même des choses à dire, et puis le début aussi peut-être des bilans, hein. On y arrive tout doucement, on a un match la semaine prochaine aussi. Voilà, on y viendra petit à petit, mais déjà j'ai le plaisir d'accueillir Camille qui fait son retour dans l'émission. Comment ça va, Camille? Salut, bah écoute, ça va, je viens pour une victoire pour une fois, donc ça va bien pour aujourd'hui. On va en parler et puis faire un petit peu ce débrief de ce match où on a vu le pire comme le meilleur. Donc voilà, content d'être là. Ouais, c'est vrai, tu nous disais en off que les 2 premières fois où tu étais venu, c'était pour Ouais, deux déculottés 3-0, hein, une à Lens et une contre Marseille à domicile. Bon, voilà, une voilà. victoire, jamais 203, ça fait plaisir. Il fait ses débuts aussi dans l'émission, c'est Fab alias Welden sur Twitter. Comment ça va, Fab? Bah écoute, ça va, content d'être là, surtout après une victoire. Moi qui ai l'impression d'être un chat noir normalement, bon bah écoute, peut-être pas finalement. Donc voilà, on va essayer de faire une bonne première. C'est ça. Bon, alors cette première, en l'occurrence, voilà, c'est une victoire à l'extérieur pour l'OGC Nice, 3 buts à 2. Euh, un match qui s'est déroulé réellement en 2 temps avec une première mi-temps extrêmement compliquée où l'OGC Nice était mené 2 buts à 0, et puis une deuxième mi-temps où l'OGC Nice a complètement renversé la vapeur pour l'emporter 3 buts à 2. Mais avant tout ça, on va parler de la composition, messieurs, avec, on va dire, quelques choix opérés par Didier Digard. Déjà, la titularisation de Ross Barclay au milieu de terrain au lieu et place de Pablo Rosario. Ça y est, Pablo Rosario n'est plus titulaire au milieu de terrain. Il en a fallu quand même quelques matchs. Alors je me répète, hein, chaque émission, mais c'est dur de voir Pablo Rosario au milieu de terrain à l'OGC Nice. Et puis Brahimi qui prenait la place de Buonanni sur le flanc droit de l'attaque. Messieurs, déjà, sur cette composition, on était en 4-3-3. Ça devient du classique, on va dire. Barclay titulaire, ça vient aussi concrétiser des entrées plutôt intéressantes. Comment est-ce que vous avez analysé cette composition et le choix des hommes fait par Digard, Camille? Surpris de voir Brahimi titulaire, déjà. En plus, je m'attendais à le voir à droite, il était à gauche avec Bardou derrière lui, C'est vrai. donc là j'ai encore plus flippé, clairement. Par contre, revoir Laborde à droite, on voit qu'il est plus à l'aise à droite, vraiment plus à l'aise, et que du coup, le fait d'avoir Buonanni, ça le force à être à gauche, et j'ai trouvé plus intéressant. Après, oui, Rosario, j'étais un de ses plus fervents supporters quand il est arrivé chez nous, qu'il était monstrueux sur les premiers matchs où il avait un milieu de terrain avec Lemina et Thuram qui était juste magique. Et bah, il est vraiment dans le dur. Je pense qu'il faudrait qu'il reparte faire un petit tour dans son pays, à mon avis, qu'il reparte un peu aux Pays-Bas, parce que je pense qu'il s'est complètement perdu, qu'il n'arrive plus à faire deux pas, à faire deux passes aussi d'ailleurs, hein, c'est un peu compliqué. Donc voilà, et puis Barclay, ouais, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu parce que Hmm. je pense qu'il n'a pas eu assez sa chance cette Hmm. saison. Je pense qu'on l'a catalogué comme caprice de d'Ineos et de Brailsford. Voilà. Sauf que ben, il nous a montré par ses entrées, ou même si des fois c'était un peu brouillon, je pense que c'est le manque de match et de repères avec ses coéquipiers, peut-être qui ont été un peu compliqués pour lui. Mais là, force est de constater qu'hier, il a vraiment fait un gros match, Hmm. très intéressant dans ses passes, ses placements, ses courses vers l'avant. Vraiment super intéressant. Donc moi, je ne serais pas du tout contre lui redonner une petite pige d'un an ou deux, moyennant une baisse de salaire, parce que bon, Oui, oui. voilà. On On y, a on- beau être pavillon anglais, on Voilà, n'est pas c'est en ça. première ligue. On en parlera parce qu'effectivement, la prestation de Barclay, elle a fait débat aussi au sein de la communauté de l'OGC Nice Mm. sur Twitter. Maintenant, voilà, on en parlera tout à l'heure pour savoir si réellement on souhaite repartir avec Barclay dans le collectif, du moins dans la rotation l'année prochaine. Fab, cette composition, des choses à ajouter, as-tu été surpris de certains Alors, choix, dis-nous tout. ouais, déjà la présence de Barclay.
C'est pas habituel parce que, comme on l'a dit, il a quasiment pas joué, et encore moins sous Digard que sous Favre, Mm. finalement. Parce que j'avais regardé, je crois qu'on est à peu près à 430 minutes jouées sous Favre avec le match d'hier, sous Digard, et sous Favre, on était à 560 minutes. Hmm. C'est un joueur qui a carrément disparu, qu'on n'a presque pas vu sur toute la deuxième partie de saison, à part quelques entrées comme ça. On a tous été surpris de ne pas le voir intégré dans l'effectif pour la Conference League aussi. Mm. Je trouve ça Carrément. dommage d'ailleurs, vu ce qu'il montre sur ses dernières entrées. Ouais. Donc voilà, après, bon, Brahimi, moi je ne suis pas un supporter de Brahimi du tout. C'est à chaque fois, je pleure, à chaque fois qu'il a le ballon, je sais qu'il y a peu de chances que ça mène à quelque chose. On a eu droit à 2 coups d'éclat cette saison, et voilà, Mm. c'est tout. Il n'y a qu'à voir hier, en fait, ne serait-ce que sur les corners, quand ils étaient tirés du côté de Barclay, ils étaient tous bien tirés. Et côté Brahimi, à chaque fois, c'était tiré trop loin, au premier Hmm. poteau, sur le gardien. Bon, voilà. Et après, bon, le système en lui-même, le 4-3-3, il me sort un peu par les yeux aussi. J'ai l'impression que c'est pas un système qu'il faut pour Mofi. Hmm. Il est tout le temps perdu Ouais, dans ce c'est système-là. vrai. Donc bon, qu'on passe à autre chose à ce niveau-là aussi, quoi. Ouais, alors bon, dans ce match, on va dire qu'il s'est fait en deux temps, hein, la première mi-temps qui a été très très compliquée enfin qui a été très compliquée avec un Montpellier Hérault qui était au-dessus et puis un Nice totalement inexistant. Ouais. Un doublé de TJ Savanier aussi. Alors bon, on en parlait un peu en off juste avant le lancement du live. Le penalty sur Nordin, il est généreux, pas non plus volé, mais assez Ouais. généreux, messieurs. Ouais. Il joue bien le coup, Nordin, hein. Moi j'ai tweeté après quelle petite pute, hein, mais bon ça. Pardon, désolé. Mais parce qu'il a bien joué le coup. Donc Bard au contraire, il a été abruti total et il s'est complètement laissé embarquer et il a posé la main et le mec il s'est écroulé et voilà, c'est pas ce qu'il fallait faire. Il était passé, il aurait dû laisser partir et puis voilà, quand on est à la surface, tu laisses partir quand c'est comme ça. T'es passé, hein, t'as fait une erreur à la base, t'espères qu'il y a un de tes collègues qui va couper derrière, mais toi tu fais quelque chose, ben tu sais qu'il y a penalty. Et Hmm. il a pas eu cette présence d'esprit de ne rien faire en fait. Puisqu'on parle de Melvin Barr, Fab, une première mi-temps très très compliquée. J'ai en mémoire aussi une situation assez similaire au penalty provoqué, où en fait il est tout à deux doigts de provoquer un autre penalty dans la même zone. Il a été en grande grande difficulté. Alors, ces derniers matchs étaient plutôt bons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va dire qu'il avait le mérite déjà d'y mettre un peu d'intensité et un peu d'intérêt aussi, hein. C'est dire notre niveau d'exigence, hein, qui recule de semaine en semaine, hein. Mais là, une première mi-temps très compliquée. Digard le sort. Voilà, un match très compliqué pour Melvin Barr. Ouais, un match très compliqué, ça, on peut pas dire le contraire. Il est dépassé en fait. J'ai pas l'impression qu'il y mette de la mauvaise volonté ou quoi que ce soit, comme j'aurais pu le reprocher, comme je pourrais le reprocher à d'autres joueurs depuis le début de la saison aussi. Mais là, hier, il était archi dépassé, ça c'est clair. Il a fait des bons matchs avant ça. Je sais pas, c'est un joueur sur lequel je suis mitigé. Je suis pas pour le voir partir, moi, personnellement, la saison prochaine. Parce qu'on galère déjà à avoir un latéral gauche depuis des années. Pour moi, le dernier qu'on a eu, ça a été d'Albert, vrai arrière gauche. Si on doit en chercher deux pour la saison prochaine, c'est même pas en rêve. Donc il faut aller chercher un titulaire, garder Barre en Mm. remplaçant. Et voilà, il est capable de faire de bons matchs. Il a ses grosses lacunes. Il ne s'est pas centré. Il fait pas mal d'erreurs défensives, mais ça dépend peut-être de plein de facteurs. Avec un autre système, peut-être que dans une défense à 3, ça passerait mieux avec des gens qui le couvrent derrière. Je sais pas, mais en tout cas, bon, hier, c'est sûr que c'est un match à oublier pour lui, quoi. Ouais, catastrophique, ouais, catastrophique. Barre, je trouvais que défensivement, il a fait des progrès ces derniers temps. Ça allait mieux, je trouvais. C'est sûr qu'offensivement, bon, bah, mis à part ses courses où en effet, il fait des belles courses, mais derrière, les passes, toutes ratées, que ce soit des centres ou des passes, toutes ratées. Donc, c'est un peu une catastrophe. Après, je pense qu'il a
Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il a touché un peu son plafond de verre. Je pense pas qu'il pourra progresser bien plus. Peut-être dans ses centres et encore. Ça fait quand même 2 ans qu'il les travaille. Apparemment, bon, les résultats sont pas encore là. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il avait quelqu'un qui arrivait en concurrence, il devenait un peu meilleur. Il se battait un peu plus, était plus appliqué. Alors là, il sait qu'il a personne derrière lui parce qu'Amraoui, vu les erreurs qu'il a faites, bon, après il a 18 ans, il est jeune, hein, mais vu les erreurs qu'il a faites, eh ben, c'est clair qu'il avait personne. Et vu qu'Ata était blessé tout le temps, c'est Lotomba qui joue à droite. Donc voilà, donc je trouve qu'il a toujours su un petit peu lever son niveau, voilà, dès qu'il avait un peu de concurrence. Après, s'il a un concurrent l'année prochaine, est-ce qu'il réussira à hausser son niveau? On verra. Mais en effet, non, je suis pas contre le Garret non plus. Puis c'est un gars de vestiaire aussi. Apparemment, il s'entend bien avec tout le monde. Donc, il en faut des gars comme ça aussi. Un peu comme un Cardi. Ouais, c'est ça. Alors, pour le coup, enfin, on parle de Melvin Barr. Bon, c'est sa deuxième saison chez nous. C'est un joueur qui est encore jeune. Fab, tu soulignais la difficulté pour le GC Nice d'avoir des bons latéraux Mm. gauche. Aujourd'hui, moi, je suis plutôt d'avis de le garder parce que malgré ses lacunes, malgré ses difficultés, c'est quand même un joueur qui a de la bonne volonté. Oui, il se bat. Et il se bat et il a une mentalité qui semble correspondre aussi à ce qu'on peut attendre d'un jeune joueur professionnel. Euh, je pense que voilà, il est passé au travers. Faut pas oublier qu'il est jeune. Faut pas oublier qu'il a peu d'expérience encore. L'année dernière, c'était sa première saison en Ligue 1 titulaire. Il avait, je crois, 14 ou une quinzaine d'apparitions dans le monde professionnel avant sa signature chez nous. Je suis pas en train de dire que c'est un crack ultime, mais par contre, il faut lui laisser le temps parce qu'il a une marge de progression malgré tout intéressante. Si demain il arrive à gommer certaines choses techniques, à avoir une meilleure qualité de centre et à être, on va dire, régulier dans la performance, c'est dur pour ce type de joueur, je pense, de surnager dans un collectif qui a connu, on va dire, un certain nombre de difficultés. Alors, info live, alors je ne sais pas si c'est tombé ou pas, c'est donné par notre ami Chouchou, alias Romain. Alors, on va totalement changer de sujet. On parle des trophées UNFP, messieurs, si ça vous branche. Mhm. Romain nous dit Thuram dans l'équipe type des trophées UNFP. Voilà. Donc, c'est valorisant pour le joueur, c'est valorisant pour l'OGC Nice. La question que je vous pose, et là j'en appelle à votre honnêteté intellectuelle, est-ce mérité selon vous? Oui, quand même. Sur la saison? Sauf, Ah oui, le problème c'est que la saison, c'est mérité parce qu'il a. elle a pas démarré en janvier 2023, la saison. C'est ça qui... Non. Non, en fait ce qui est chiant avec lui, c'est qu'il est capable de traverser 60-70 minutes d'un match, mais comme un fantôme, et que sur 10 ou 20 minutes, il va te faire des actions de fou, des courses vers l'avant, il va te faire des passes, etc. Il va réussir à casser des lignes, il va être indispensable à l'équipe, mais pendant 70 minutes du match, tu l'auras pas vu en fait. Et, et, et c'est mérité par rapport au talent qu'il a, au talent qu'il peut avoir réellement quand il est à fond, quand il y va, etc. Parce qu'il a vraiment un talent international à son vrai niveau. Mais il y a peut-être d'autres joueurs qui l'auraient mérité plus que lui dans d'autres équipes de Ligue 1. Parce que plus régulier et peut-être un peu moins bon ou un peu moins de talent peut-être, mais plus régulier sur une saison complète. Fab, ton avis? Ouais, si on parle de talent, je suis d'accord. Après, sur la saison, non. Je dirais non. Mais bon, après, tous les trophées UNFP, etc., je suis rarement d'accord avec les sélections qu'il y a dessus. J'ai presque l'impression que c'est presque un peu de l'entre-soi sur ces nominations et ces prix. Euh, non, il a été trop irrégulier cette saison. Il a fait de très bons matchs, mais voilà, il y a eu des périodes où il Mm. a pas fait grand-chose. Je crois que c'est aujourd'hui où j'ai vu quelqu'un qui tweetait les stats de Thuram sur la saison et les stats de Barclay. Ils sont quasiment au même stats. Thuram, il a marqué 2 buts et fait 4 passes décisives, je crois, et l'inverse pour Barclay. Mais ils n'ont pas le même temps de jeu. Ouais. Pourtant, ils évoluent à un poste qui est quasiment similaire, on va dire. Donc, il est jeune, il a du potentiel.
Maintenant, non, c'est pas. Il y a eu meilleur que lui dans la saison dans d'autres clubs, très nettement. Après, Après, on n'est pas en train de dire que les trophées UNFP sont Oui, oui. le graal de la reconnaissance sportive, etc. On sait qu'il y a beaucoup de flashy, de bling-bling, et que Thuram, depuis 2023, et cette bonne phase de l'OGC Nice, cette sélection en équipe de France, tout ça, ça a attiré un peu les projecteurs des médias autour de lui. Mais je partage votre avis. En fait, on juge pas un potentiel, on juge des performances. Et sur la saison, Thuram, au même titre que l'OGC Nice, de d'août à, on va dire, décembre jusqu'à la fin de l'année 2022, c'était très compliqué. Il y a eu du mieux pendant, on va dire, 8 semaines, 2 mois et demi, début 2023. Et après, ça tirait un peu la langue, hein. Donc, bon, depuis sa sélection. ouais, il y a eu un coup de moins bien, Je- un peu comme Todibo, mais bon, Thuram, c'est un joueur qui, je trouve, c'est assez frustrant parce que on sait qu'il a des capacités énormes et Mm. tu te dis que il pourrait franchir ce cap et on pourrait l'attendre aussi dans un autre registre. Parce que, les percées dans l'axe, c'est bien, ça fait gagner du terrain, etc. Mais prendre le jeu à son compte ou faire des efforts défensifs ou aller presser, etc., il faut aussi qu'il arrive à Un peu élargir un plus. peu sa palette, quoi. Fab, tu voulais Ouais. intervenir. Ouais, non, je disais justement, là, on parlait depuis sa sélection, il y a un coup de moins bien, mais c'est au même titre que les trophées UNFP, la sélection, c'est aussi un peu un indicateur un peu de comment sont ressentis les joueurs. Et on a un Thuram qui est sélectionné pour l'équipe de France, alors, sans même parler de concurrence au niveau du poste ou quoi. Et Todibo qui est appelé en renfort parce qu'il y a des joueurs qui se blessent et il est appelé en renfort pour les remplacer. Todibo, pour moi, mérite 100 fois plus. Il a été 100 fois plus régulier sur la Mm. saison qu'un Thuram. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui me gêne. On reconnaît surtout Thuram parce que en plus c'est plus un offensif, c'est percé balle au pied, c'est beau à voir et Mm. c'est extraordinaire et ça fait des vues, on va dire. Mais Todibo, c'est 100 fois plus impressionnant ce qu'il montre et c'est même pas que depuis cette saison. Hmm. Ça, on est raccord. Et on en parle beaucoup moins parce que c'est un défenseur, parce que c'est moins spectaculaire. Oui, et puis ça fait pas Thuram non plus. Aussi, ouais, Par contre, ce peut-être. qui est bien, c'est qu'on vient de gagner 1 an de salaire de Barclay en plus, hein, dans sa valeur à lui, du coup, vu qu'il est dans l'équipe type de la saison. On dit 3-4 millions de valeur en plus, ça fait un salaire de Barclay, c'est pas mal. Après, la difficulté, c'est qu'il est blessé actuellement et on sait que les joueurs blessés n'ont pas forcément la même valeur marchande que s'il était au pic de sa forme, hein. Parce que si les potentiels recruteurs regardaient les dernières semaines de Thuram, ça vaut pas 60 millions d'euros, hein. Ça vaut Non, clairement c'est pas non, 60 millions non, mais d'euros. non, c'est sûr, mais après, il faut quand même pas oublier aussi l'histoire de Galtier qui, je pense, a bien plombé Todibo et Thuram, qui étaient très impliqués dans cette histoire apparemment. Donc, ils ont été très touchés. Et entre donc la sélection d'équipe de France et cette histoire derrière, je pense que dans la tête, ça les a pas aidés tous les deux pour la fin de saison. Et Thuram, s'il s'est blessé, c'est pas anodin. Hmm. Donc, je pense qu'il a beaucoup tiré aussi parce qu'on l'a fait. Enfin, Digard l'a fait jouer. Enfin, Favre et Digard l'ont fait jouer quasiment tous les matchs. Donc, forcément, ça tire sur une saison complète, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et du coup, non, je sais pas s'il a perdu vraiment en valeur parce que. On sait quand il est dans de bonnes dispositions, c'est vraiment un très très bon Hmm. niveau. C'est un excellent niveau. Donc, à mon avis, je pense qu'il partira cet été. Todibo aussi, je pense, à mon avis. Ils auront des grosses offres. Donc, après, dans un sens, c'est bien, hein, on va avoir des sous qui vont rentrer. On pourra un peu plus investir sur les transferts aussi. Mais après, il va falloir les remplacer. Et ça, c'est pas une Hmm. mince affaire. On verra, messieurs, parenthèse fermée sur Kefren Turam. Retour sur le match. On parlait de quoi? On parlait de Ross Barkley, il me semble, avant de switcher sur Thuram. Barclay, Euh, la compo. Mm. la compo, que retenir de ce match? Peut-être dans un premier temps le doublé de Gaëtan Laborde, Quel joueur. de retour dans son jardin de la Mosson. Alors j'ai pas les stats en tête, je crois qu'il est à 13 buts avec l'OGC Nice en Ligue 1, ce qui donnerait 15 euh, au total avec ses deux buts marqués avec le Stade Rennais. Non, je crois qu'il a 15, non?
Il est à 15 peut-être avant Bah, le match. j'ai vu un tweet passer l'OGC Nice tout à l'heure qui disait qu'il était à 15 buts chez nous, donc peut-être que j'ai mal lu, hein. Fab, Mais deux buts, enfin surtout le but du 2-2 à la Laborde, hein, un ballon contré, et puis il va le chercher, il se bat contre deux défenseurs à la tête. Et tu te dis à ce moment-là, si c'est pas Laborde, il n'y a pas but, quoi. Tu vois, il y allait vraiment. On aimerait avoir plus de joueurs de ce type-là, avec cette mentalité, cette ouais, rigueur, cette débauche d'énergie dans l'équipe. Ouais, carrément. Bah, après, Laborde, c'est ça, c'est peut-être le seul qui incarne un peu cette mentalité qu'on a aimée à l'époque, à mm, Nice quand, on n'avait pas d'argent, mais qu'on avait des guerriers sur le terrain. C'est peut-être le dernier qui incarne encore ça, mais non, c'est un vrai but de raccro, et bon, il a tous les contres favorables sur le coup, donc c'est bien. ouais, mais il a Heu, provoqué. ouais, ouais, c'est ça, ça se provoque après, c'est sûr, mais non, non, c'est très bien. Là, il nous fait énormément de bien sur la deuxième partie de saison. Il a mis du temps à s'acclimater. Bon, maintenant, c'est lancé, tant mieux. Et, euh, et voilà, bon, on voit que c'est lui qui marque les deux derniers buts. Ça rejoint un peu ce que je disais par rapport au 4-3-3 tout à l'heure. Mm, C'est au moment où Laborde est dans l'axe avec Mofi, où ça pèse plus sur les défenses et où on arrive à quelque chose, quoi. Euh, ouais, tout à fait. Moi, voilà, on a besoin de deux pointes et quand Laborde a repiqué comme ça, ben, c'est là où on a commencé à être à nouveau dangereux. Et si c'était pas Laborde sur le premier but, ça a été Barclay qui vient et qui offre la solution derrière Mofi. Donc voilà. Laborde, buteur Ouais. et passeur sur ce match-là. Camille, ouais, une prestation très complète. Sur cette deuxième Mm, partie de saison, il a été l'homme fort de l'OGC Nice, marquant ouais, tout à des fait. buts importants. Est-ce que pour toi, bon, on sait que c'est un titre honorifique, mais est-ce que pour toi, c'est l'aiglon de la saison? Bah, c'est ce que j'ai dit hier, en fait. Clairement, quand il a marqué le deuxième but, j'ai dit non, franchement, il faut que ce soit entre lui et Todibo. Faut pas que ça joue avec quelqu'un d'autre, même si Boudaoui est aussi indispensable. Et Hmm. ça, on l'a vu à chaque fois qu'il a joué. Voilà, c'est plus un travail de l'ombre. Mais pour le récompenser de sa saison, parce qu'il s'est battu quand même, franchement, s'il avait eu de la chance, il en serait à 20 ou 21 buts hein, cette saison. Parce qu'il a quand même fait 6 poteaux sur la première partie de saison. Ça a été incroyable. Et mais il s'est battu. Il s'est battu, il a appris à jouer avec ses collègues, etc. Ça a changé en plus. Donc, non, non, je trouve que j'adore ce type de joueurs qui se battent quoi qu'il arrive. On voit que des fois, c'est un peu brouillon, oui, mais il n'empêche que régulièrement, ils plantent et des buts, comme tu disais, super important. Et hier, ce doublé, il est plus qu'important. Hmm. Il est plus qu'important. Donc, ouais, enfin, moi, je voterai pour lui, en tout cas, ça, c'est sûr. Très bien, bah écoutez, ouais, Gaëtan Laborde, décisif hier soir. Pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que vous venez de dire. Euh, Si il avait effectivement un poil plus de réussite en début de saison, il aurait marqué Ouais, effectivement, il aurait passé la barre des 20 buts, c'est sûr. Et surtout, imaginez un Laborde dans un collectif qui roule, avec des joueurs qui connaît bien, une identité de jeu et ouais. voilà, une équipe qui fonctionne bien, quoi. Donc, bon. Ah, je suis en train de penser à un petit 4-4-2 losange avec Diop derrière Mofi et Laborde. Ou Stengs derrière Mofi et Oh Laborde, là! parce que je crois encore en lui. Oh là là, attention! Tu vas Il t'attirer va les revenir. foudres! Tu Il vas va t'attirer revenir. les foudres d'une partie, on va dire, des Ouais, mais supporters de regarde, l'OGC Nice. regarde, il fait une saison pas dégueulasse, hein, donc dans une équipe qui a bien joué cette année, qui a fait une très belle saison. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? On aura l'occasion effectivement de parler de toute cette partie, on va dire, mercato, retour de prêt, etc. Mais en tout cas, j'apprécie ta détermination pour Stangs, effectivement. Après, bon, Stangs ou pas, c'est un investissement pour le club. On se doit aussi de croire et d'espérer enfin des bonnes performances C'est sur ça. le terrain. On a parlé de Laborde. Il y a un joueur aussi bon, qui a fait débat un peu ces dernières semaines, mais qui a été ultra important. C'est Gasper Schmeichel. Alors, pas très vif sur le premier but, certes. Peut-être un peu coupable, mais alors 3-4 face à face en deuxième mi-temps, très concret qu'il arrive à stopper. Il a maintenu l'OGC Nice à flot alors qu'elle elle était en difficulté.
Votre avis, messieurs, sur sa prestation d'hier soir? Alors, moi, il fait un très bon match. J'ai vu passer aujourd'hui quelqu'un qui incriminait un peu justement Schmeichel sur le premier but. Je suis pas si d'accord que ça. J'ai Hmm. revu encore le but là aujourd'hui et pour moi, bon, Savanier la place super bien déjà. Et que ce soit en direct sur les ralentis ou même après le revoir aujourd'hui, ce but, j'ai plus l'impression que c'est Barclay qui sort pas assez Hmm. Oui, sur Savanier. Et on le voit dès la prise de balle de Savanier en fait. Barclay ouais, tout à fait. reste à sa place. Il se contente juste de le gêner, il se déplace dans l'horizontalité et en fait Savanier en reculant, il s'ouvre un peu plus le but et il frappe, il la place comme il faut. Et j'ai l'impression que Schmeichel il est gêné par les joueurs qui sont devant. Donc pour moi, il n'est pas spécialement fautif. Et après, sur le reste du match, clairement, il nous sauve parce que avant qu'on marque le premier but, s'il y a 3-4-0, c'est pas un scandale, quoi, vu les Ouais. occasions de Montpellier. Camille, je te repose la question sur Schmeichel. J'y ajoute la dimension année prochaine. Alors, c'est pas une question évidente. Je crois que Ah, contractuellement, il a encore 1 an de contrat, voire peut-être c'est ça. une en Peut-être option. deux même, je crois. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est peut-être un plus un. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, maintenant qu'on peut faire on va dire le bilan de la saison, est-ce que pour toi, Schmeichel, au vu de sa saison, doit repartir avec l'étiquette de numéro un d'OGC Nice? Non, non, parce que je trouve. Alors oui, il a fait des très bons arrêts durant la saison, de très bons matchs, ça je suis d'accord aussi. Faut quand même pas oublier qu'il est passé complètement au travers sur toute la première partie de saison. Donc, où il y a beaucoup de matchs qui sont pour lui. Alors, il arrivait, ok, dans un nouveau club, dans un pays étranger, oui, ok. Euh, mais après, je suis pas objectif parce que quand on lit tout ce qui se passe apparemment, voilà, qui fait sa diva, sa starlet, de choisir ses entraînements, d'avoir un entraînement à la carte, Hmm. qu'il n'est pas super bien vu, enfin, qu'il s'entend pas super bien apparemment avec les gars de l'équipe. Donc après, c'est que des on-dit, hein, c'est ça qui est chiant, c'est que c'est que des Hmm. on-dit, donc on n'a pas de preuve de ça. Mais je me dis, il y a trop de casseroles en fait. Et alors, je dis pas qu'il faut mettre Boulka numéro un, même si pour moi, il avait fait des matchs très intéressants. Je ne sais pas s'il est capable de pouvoir tenir tout de suite une saison complète des cages. Après, on ne saura jamais si on ne laisse jamais sa chance. Mais je pense qu'il y a trop de casseroles et ça me paraît compliqué. Et je sais pas, ça me paraît compliqué. Après, je peux être surpris hein, et agréablement. Mais moi, personnellement, si j'étais DS, je pense que je m'arrangerais pour le vendre 3 ou 4 millions ou 2 ou 3 millions, peu importe, on s'en fout. Et trouver un remplaçant parce que, je sais pas, je suis pas serein avec lui en fait. Je te rejoins complètement et j'ai l'impression que c'est l'un des nombreux dossiers qu'on va avoir du mal à gérer, qui sont les Ouais, répercussions de l'été dernier. Schmeichel, Barclay, Sorensen qui a été renvoyé dans son club l'hiver dernier, Brian qui a joué une dizaine de matchs cette saison, et Schmeichel en fait partie parce qu'à la base, on s'en rappelle bien, c'est Sommer qui nous a mis une chaise. ouais, On s'en c'est ça. rappelle très bien l'été dernier. Donc Schmeichel a été, je pense, la solution, on va dire, par défaut du fait qu'il a un très bon jeu au pied, ça on peut pas le nier. Il a un très Ah, bon ça jeu c'est au sûr. Ouais. pied. Ouais, ouais. Mm. Mais par contre, si on se base uniquement sur le sportif et sans prendre en compte tout l'aspect, on va dire, autour du club qui effectivement laisse un peu à désirer, l'aspect uniquement sportif, bah, il est quand même questionnant. C'est-à-dire que le mec est bon sur sa ligne, le mec il arrive à faire des réflexes, il arrive à avoir des réflexes, pardon, Oui, oui. mais par contre le reste du temps, Les balles en l'air, non mais attends, dans les 6 j'en peux mètres, plus, j'en peux plus de ça, ah ouais, moi. ouais, non mais c'est terrible. Dans les 6 mètres, il est absolument pas rassurant, il sort Non. jamais. Pas plus tard que la semaine dernière contre Toulouse, à un moment il est sorti aux fraises, total. Mm. Ouais. Euh, En fait, c'est vraiment le profil du gardien qui me pose réellement question. Et lorsqu'on me dit, oui, mais Bouka, est-ce qu'il a les épaules pour assurer cette place de numéro un? Mais il a assuré cette place de numéro un l'année dernière. Oui, en coupe, oui. Et en finale de Coupe de France. Et c'était des échéances, Ouais, c'était des matchs importants, hein. c'est Donc, vrai. bon. Fab, ton avis pour l'année prochaine? Quel est ton souhait
on va dire, réaliste par rapport à la situation contractuelle du joueur, parce que c'est ça aussi qui va être compliqué à gérer. Franchement, j'ai vraiment du mal à prendre position sur le cas du gardien, pour toutes les raisons qu'on explique là. Alors déjà, bon, sans parler de l'extra sportif, parce que comme a dit Camille, c'est que des on-dit, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Maintenant, évidemment que si ça se passe mal dans le vestiaire parce qu'il a des passes droits et que ça ne plaît pas aux autres, ben, ça ne peut pas rester comme ça. Il ne faut pas laisser des situations se pourrir comme ça. Maintenant, sportivement, je sais pas, je suis indécis. Il a fait des bons matchs, il en a fait des mauvais, mais on peut pas dire que c'était le seul fautif la plupart du temps. C'est souvent toute l'équipe qui passe au travers. Je sais pas, honnêtement, c'est un problème que j'ai envie de laisser gérer Ghisolfi avec mais carrément, et le nouveau coach, c'est à eux de voir. Boulka en titulaire, pareil, c'est beaucoup d'incertitudes. Si c'est avoir Boulendi en gardien remplaçant, surtout que bon, on a quand même eu une grosse blessure de Boulka cette année, c'est pas bon non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un jeune prometteur? Est-ce qu'on prend un vieux à la retraite? C'est vraiment, je pense que c'est vraiment un des postes compliqués à gérer là sur l'intersaison. Moi, si Schmeichel y reste, au-delà de l'extra sportif, je serais pas déçu non plus. Ok. Franchement. J'ai l'impression qu'on ne va pas trop avoir le choix, en fait. C'est surtout ça, moi, qui me pose question. C'est-à-dire que on est un peu point lié par rapport à la situation contractuelle du joueur et on peut pas faire tout et n'importe quoi, malheureusement. Mais en même temps, c'est ça aussi qui fait que voilà, les joueurs ont des contrats et qu'il faut les honorer. C'est ce qui les sécurise aussi, hein, d'une certaine façon. Mais l'OGC Nice, c'est la deuxième meilleure défense du pays, avec 36 buts encaissés. Et mine de rien, alors on a loué les prestations de Dante Todibo notamment. Mine de rien, ça joue aussi en la faveur de Schmeichel. Je sais pas si c'est convaincant ou pas, mais en tout cas, statistiquement, même s'il y a d'autres stats qui rentrent en jeu, des stats avancées, etc., etc. Voilà, deuxième meilleure défense mais du pays. quand tu as Dante et Todibo devant toi, c'est un peu facile de faire deuxième meilleure défense quand même, hein, parce que Dante, il faut aussi en parler quand même, hein, parce qu'il fait encore une énorme saison. Moi, Et je quel pensais match! encore une fois. Et quel match hier Et soir! quel match Oh là hier. là là Alors, là! au début, c'était un peu compliqué, mais comme tout le monde. Mais alors après, Oh surtout en là deuxième là! mi-temps, mais tout ce qu'il t'a fait, les interceptions qu'il t'a fait, mais nettes et précises, Il a c'était été impressionnant. incroyable. Ouais. Il a Mais été. c'est fou. Mais c'est fou parce que chaque début de saison, on se dit, ah, ça va être sa dernière, c'est compliqué. Il a de plus en plus de mal à rentrer dans la saison. Puis au fur et à mesure, il monte et il finit super bien les saisons, quoi. C'est un truc de fou. Hier Un truc soir, de fou. alors vous allez me donner votre avis, mais lors de la deuxième mi-temps où c'était un peu, ça partait un peu dans tous les sens, mais j'avais l'impression que Montpellier il pouvait arriver à 2-3 face à la ligne de Mm. défense. T'avais Dante qui ressortait toujours Ouais. avec le duel gagné, l'interception, l'anticipation, le bon placement. Il a fait un Ouais, match impressionnant. Ouais. Ouais, ouais. titanesque. Honnêtement, et quand ça fait écho avec sa déclaration de la semaine dernière, etc., et que derrière, il fait cette prestation, qu'à la fin du match, il vient un peu voilà, féliciter tout le monde comme si Mm. comme si on s'était qualifié Ouais. pour une demi-finale, etc. Ben moi, j'ai apprécié. Voilà. J'ai apprécié, Ouais, tout tout comme à j'ai fait. apprécié aussi Sofiane Diop déçu de sortir, parce que ben, ça montre que Ouais. ben, la 37e journée, t'as plus rien à jouer, mais t'es quand même déçu de sortir, quoi. Alors que ça pouvait totalement s'entendre puisqu'il revenait de blessure. Ouais. Ça, c'est. Après, Diop, il vise l'Euro Espoir, hein, c'est ça, hein. Alors, Je crois que c'est l'Euro Espoir. C'était. Ouais, je crois possible. que c'est ça. Je crois que c'est ça. Enfin, il disait, j'avais lu justement qu'il visait l'Euro Espoir et qu'il justement il voulait faire tous les matchs à fond pour montrer un petit peu de quoi il était capable pour être sélectionné. Je crois que c'était un truc comme ça. J'avais lu ça, je sais plus où. Je Alors, sais plus c'est où. la Coupe du Monde. C'est tout simplement la Ah, Coupe du Coupe du Monde. Monde même, c'est ça. Puisque il y a le Costa Rica, l'Arabie Saoudite, etc. Donc, ouais, U21. Non, il a plus de 21 ans, Diop, non? 20 ans, je crois, ou 21 cette année. Oh, il a 22, oui, oui. Ou alors, il fait partie peut-être des joueurs qui Mais il n'y a pas sont. un truc. Ouais, peut-être 3 joueurs au-dessus de l'âge légal. Enfin, bref. Mais bon, on verra Non, c'est bien. ça. Il y a Championnat d'Europe Espoir 2023. Bon, Donc c'est moins de 23 ans en Espoir.
Espoir peut-être. Ouais. Ouais, c'est J'ai- moins de 23. Hein. J'étais sur la Enfin, Coupe bref. du Monde, j'étais sur la Coupe du Monde U21, donc peut-être que Ah, bah, il y a les deux. peut-être que je me suis trompé aussi. Euh, Fab, un mot sur Dante peut-être pour compléter un peu ce qui a été dit. Bah, monstrueux. Franchement monstrueux. Là, toutes les interceptions hier, le placement qu'il a, c'est juste dingue. Ouais. Alors, on sait que physiquement, c'est pas le top. Il a son âge, même s'il est bien conservé, certainement mieux que nous tous réunis. Mais, mais en tout cas, voilà, on sait que sur les ballons dans le dos, etc., c'est ses points faibles. Mais Todibo, je trouve qu'il se complète bien avec lui à ce niveau-là. Mais dès qu'il s'agit d'anticiper les ballons sur les attaques adverses, etc., ben, il est toujours là. Franchement, Hmm. hier, il m'a impressionné, vraiment. Ouais. Encore. Il y a Monsieur Nissa qui nous dit en parlant de job, il s'est soigné à Clairefontaine pour ça, il est resté au contact avec le staff des espoirs. Ok, bah écoute, Ouais, c'est ce que j'avais lu. Ouais. merci pour la précision. En tout cas, j'étais pas du tout au courant et ça explique aussi la frustration qui se lisait dans le visage de Diop à sa sortie du terrain. Euh, on a parlé Schmeichel, on a parlé de Dante, Laborde. On va forcément parler de Ross Barkley. Alors Ross Barkley, que ce soit sur Twitter ou ici, j'ai pas été tendre, même jusqu'à jusqu'au début du match, en tweetant ironiquement sur le paquet de camel qu'il avait dans sa poche. Mais force est de constater qu'il a fait un match très bon, mais dans sa globalité. C'est-à-dire dans l'utilisation du ballon, mais aussi les efforts Hmm. défensifs. Ouais. Et ça, alors on va pas les comparer, hein, mais Thuram, les efforts défensifs, le pressing, C'est pas très fort. c'est pas son fort. Hmm. Et je trouve vraiment que dans ce sens-là, la prestation globale de Barclay, elle est vraiment à souligner. Camille, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais. Bah, c'est un match très abouti de sa part. Je crois que c'est le premier match très abouti de sa part chez nous, hein, même s'il a déjà marqué quelques buts. Mais en effet, là, on a vu une palette plus complète que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc, oui, avec comme tu disais, des bons efforts défensifs, de participation au jeu offensif. Je trouvais ça super intéressant. Ce que j'aime bien chez lui, en fait, c'est le sérieux qu'il a quand il joue. Je trouve qu'il est très sérieux, très propre quand il joue. Il n'y a jamais de fioriture, en fait. Il n'y a jamais des gris-gris, il n'y a jamais rien. C'est du jeu assez simple, en fait. Et c'est ça que j'aime bien avec lui. Et peut-être qu'on. Moi, franchement, j'aimerais bien le voir l'année prochaine chez nous encore. Vraiment. J'aimerais Hmm. bien qu'on le re-signe pour une ou deux saisons. Comme on disait tout à l'heure, avec un salaire un peu moindre, certes. Mais moi, je pense que surtout si Thuram part, je pense qu'il y a vraiment une place pour lui si Thuram part. Et il pourrait vraiment être le remplaçant parfait parce qu'il connaîtrait déjà l'équipe depuis un an et l'environnement. Et je pense que ça peut être une très bonne pioche. Voilà. Mais Fab, ton avis sur déjà la prestation de Barclay et sur le souhait de Camille pour l'année prochaine? Alors, déjà, il fait, je pense aussi, son match le plus abouti, mais bon, d'un côté, on va dire que c'est pas difficile parce que c'est un de ses seuls matchs qu'il fait quasiment en entier, ouais, c'est le vrai. pauvre, pour le coup. Mais déjà, la semaine dernière, son entrée contre Toulouse, moi j'avais tweeté à ce moment-là, parce qu'on avait quand même eu un match assez insipide, mais que c'était pour moi le meilleur joueur en ayant joué un quart d'heure Ouais. la semaine dernière. Et non, hier, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Toutes ces prises de balles, elles se font vers l'avant. C'était vraiment intéressant. Il proposait des solutions, bah, ne serait-ce que le premier but. Hein, Hmm. il y a Mofi qui embarque tous les défenseurs avec lui dans la surface. Il offre la solution à la board en retrait. Il a l'angle qui est fermé. Il arrive à se déjouer des défenseurs pour placer le ballon, prendre le gardien contre-pied. Non, franchement, une superbe action. Ouais. Mais tout le match a été sérieux. Il a été très bon. Et j'aurais aimé le voir peut-être plus souvent cette saison, du coup Ouais, aussi tout à avec fait. associé à Ramsey. Parce que Ramsey aussi, c'est toutes des prises de balles qui vont vers l'avant. On cherche toujours un coéquipier devant qui est démarqué. On monte pour apporter des solutions. Ça joue vers l'avant. Ça joue pas à la baballe comme on a l'habitude de le voir trop souvent. Donc franchement, un milieu avec ces deux-là et Boudaoui derrière eux, Oh. ça me donne bien envie, ça. Ça me donnerait bien envie. Avec Diop, Mofi et Laborde, ou Stengs, j'y reviens. Le mec insiste lourdement. Ouais, c'est vrai, une prestation très intéressante et mine de rien, quand on a regardé quand on voit la composition d'hier soir,
le milieu de terrain, c'était Boudaoui, Diop, Barclay. Enfin, je veux Ouais, dire, c'est-à-dire que tu as quand même très offensif. deux joueurs sur le milieu à 3 à vocation offensive. Et justement, ça me donne la possibilité de vous questionner un peu sur Diop. Alors, dans le cœur du jeu, moi, c'est un kiff vraiment total. Bon, on sent qu'il n'est pas à 100%. Mais bon, comment Digard déjà a peut-être compris quelque chose que Favre insistait lourdement, alors peut-être par faute de solution, hein, en insistant, en mettant Diop sur un côté, mais là, ce joueur dans l'axe, qui Ouais. touche beaucoup plus de ballons, qui est beaucoup plus utile, qui casse des lignes par la course, qui joue à l'aide de combinaisons, je le trouve très très intéressant. Et pour moi, c'est une piste, voire une garantie pour l'année prochaine. C'est-à-dire que peu importe comment tu joues, tu sais que dans ton milieu de terrain, il faut que tu arrives à faire une place à ce joueur-là. Et c'est, à mon sens, alors tu parles de Barclay au cas où Thuram part, mais t'as Diop en fait. T'as Diop. C'est léger défensivement, hein. Même si en effet c'est un joueur à vocation Pire offensive, que c'est quand Thuram. même léger. Ah, Je sais pas, on l'a pas assez vu à ce poste, Diop. On l'a pas assez vu à ce poste pour juger, mais en effet, peut-être qu'il aura une plus grosse débauche d'énergie que Thuram, ce qui est parfois pas compliqué. Mais j'ai peur que ce soit un peu léger quand même. Après, oui, Ramsey, Boudaoui peuvent compenser éventuellement, oui, sur l'aspect défensif, parce que Ramsey, en effet, défensivement, c'est pas mal aussi quand il s'y met. Mais à voir, mais ça donne des solutions intéressantes, ça donne du choix. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est ça qui est intéressant. Après, moi, je le préférais en 10, vraiment au cœur du jeu derrière les deux attaquants. À voir. après, Mais bon, tel cas de losange, j'y crois plus maintenant dans le foot professionnel maintenant. C'est trop rare de voir ça. suivant ton animation, c'est surtout l'animation qui va être importante parce que bon, hier soir, tu avais ces deux milieux plutôt hauts Mm. qui animaient un peu l'animation offensive de l'OGC Nice. Fab, toi, le match de Diop, est-ce que ça te convainc de te dire que peut-être l'année prochaine, peu importe l'entraîneur, peu importe le dispositif, c'est un joueur qui va être clé dans le cœur du jeu et qu'on arrête de le voir sur un côté? Alors, dans le cœur du jeu, oui. Alors, moi, déjà, de base, j'en ai marre de ces compositions à jouer avec des ailiers. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément l'effectif pour, mais avoir des pistons à jouer avec une défense à 3, c'est ce que je préfère. C'est pour ça que j'étais assez content des rumeurs de coach qui étaient sorties récemment. Donc, voir ces joueurs-là dans le cœur du jeu, ça me plaît beaucoup plus. Après, Diop, dans la rotation, pourquoi pas. Pour moi, sur cette saison, bon, il y a eu sa blessure qui le freine beaucoup, mais pour moi, cette saison, il montre pas non plus qu'il mérite une place de titulaire indiscutable. Mhm. Mais dans la rotation du milieu, ça peut être très très intéressant et avec une saison qu'on espère sans blessure, ouais, pourquoi pas. Ça me plairait bien. Après, faut pas oublier que c'est la première saison à beaucoup de joueurs chez nous quand même, Ouais. hein, aussi, hein. Ça se trouve, l'année prochaine, ils se connaîtront beaucoup plus, ils auront plus d'automatisme et ça ira beaucoup mieux. Il y aura les blessures forcément en moins, on va dire, enfin j'espère. Mais, euh, mais en effet, je me dis, voilà, si Ramsey reste, si Barclay reste aussi, Diop, Mofi, Laborde qui sont arrivés cette année. Mofi est arrivé au mois de janvier, donc et voilà, il faut que l'animation offensive elle se fasse avec des joueurs qui se connaissent pas ou quasiment pas. Hmm. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est rare quand dès la première année ça marche pour une équipe complète. C'est rare parce que là on a changé toute l'animation offensive, mais toute, hein. Donc ouais, je me dis, j'ai hâte de voir ce que va être l'année prochaine. Je pense que bah, Diop va rester, je ne le vois pas partir. Donc voilà, Mofi d'abord, je pense aussi qu'ils vont rester, c'est clair. Donc je me dis, c'est déjà intéressant parce qu'on va partir avec une ossature, enfin, avec une ossature offensive qui va se connaître et qui va être très intéressante et qu'on va pas toucher ça. Et c'est ça qui va être important, je pense, pour l'année prochaine, parce qu'on aura une préparation complète avec tous ces joueurs-là. Hmm. Donc j'ai hâte de voir ça. Ouais, Alors, ça serait bien d'avoir la préparation avec le coach aussi. hmm. Oui, bah, ouais, bah, et ça, je crois plus au Père Noël, hein, donc, Une recherche de stabilité un peu, ça ferait du bien.
Oui, à oui. l'OGC Nice, au club et également aux joueurs. Alors, il y a eu cette victoire à l'extérieur, ce doublé de Gaëtan Laborde, on va dire des choses positives pour clôturer un peu la saison et mettre un peu du baume au cœur aux supporters de l'OGC Nice. Mais il y a eu également cette blessure de Youssef Attal, cette énième blessure. Alors, on ne connaît pas exactement la gravité de cette blessure. C'est vraisemblablement une rechute d'une autre rechute, hein, apparemment. Alors, euh, déjà, pour en revenir à Youssef Attal, le problème, il est récurrent, on le sait. Euh, il lui reste, je crois, 1 an de contrat. Oh putain. On est au même point que l'année dernière, c'est-à-dire que il est compliqué de vendre un joueur qui se blesse régulièrement, on le sait. On sait aussi que lorsqu'il est à 100%, il a des capacités qui sont uniques, on le sait Mm. aussi. Maintenant, voilà, vous êtes Ghisolfi, Fab, demain t'es Ghisolfi. Tu fais quoi avec Youssef Attal? Voilà. Est-ce que tu essaies de le retaper pour une dernière saison en essayant de lui faire retrouver ce plaisir tout en restant débarrassé de ses problèmes physiques, ou tu forces le départ. Alors, le problème, c'est que je vois pas qui c'est qui pourrait l'acheter. Et tu prends un vrai numéro un ou une vraie doublure à Jordan Lotomba. Tu vois ça comment? Alors, j'aime beaucoup Attal, mais tu peux pas te permettre de le garder et de compter sur lui la saison prochaine. Donc tu es obligé de prendre un titulaire ou un mec que tu vas mettre réellement en concurrence avec le Tomba. Et tu peux pas compter sur Attal en fait. Donc c'est dommage, c'est parce que ça pourrait être un magnifique joueur, mais tu peux pas compter sur lui sur une saison, donc il faut faire comme s'il n'était pas là. Essayer de le vendre, mais honnêtement, je pense que si Ghisolfi arrive à le vendre à quelqu'un, bah, c'est le plus gros braquage du siècle. Faut être fou pour acheter un joueur qui se blesse comme ça tout le temps. Euh, je ne sais plus qui c'est qui le comparait à Pentecôte aussi là récemment. C'est exactement ça. Je pense que là tu peux pas t'appuyer sur lui. Il y a eu trop de blessures avant. On voit qu'il n'est pas capable de faire une saison entière. Donc voilà. J'essaie de le vendre ou alors je compose comme s'il n'était pas là. Et j'attends la fin de son contrat. Camille, pour l'année prochaine, tu vois ça comment? Bah, je suis d'accord avec Fab, c'est compliqué de compter sur lui. Tu sais que c'est le mec qui va te faire la moitié des matchs de la saison. Et sur les matchs qu'il va te faire, ben, il va jouer 20 minutes, une demi-heure parce qu'il va revenir de blessure. Parce qu'en fait, le problème avec lui, c'est pas qu'il se fait des grosses blessures, c'est qu'il se fait plein de petites blessures qui durent 1 mois, 2 mois. Donc du coup, c'est plein dans la saison. Donc du coup, quand il revient, il faut qu'il joue 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, voilà, etc. Donc c'est vrai que tu peux pas, même si en effet, quand il joue, il se donne à fond, peut-être pour ça qu'il se blesse tout le temps aussi, mais on peut pas lui reprocher ça, c'est pas possible. Mais par contre, tu peux pas. Tu es un club de foot et tu t'enlèves tout l'aspect attachant, Hmm. parce que c'est vrai qu'il est attachant au joueur aussi, donc voilà. Mais tu peux pas compter sur lui, c'est pas possible. C'est comme dit Fab, il a 1 an de contrat. Tu trouves quelqu'un pour le vendre 5-6 millions, bah tu le vends 5-6 millions, tu brades. Si tu arrives à en tirer ça, c'est déjà content. Voilà, parce que vu le nombre de blessures qu'il a, en effet, c'est rare, je pense, les clubs qui investiront sur lui. Ou sinon, ben, tu le gardes jusqu'à la fin de son contrat et tu prévois en effet une alternative sérieuse. Euh, Pas forcément de son niveau parce que c'est compliqué à trouver à son vrai niveau sans blessure. Leicester vient de tomber en Championship, hein. Il y a un Ricardo Pereira qui est... Ricardo, reviens! Ricardo! Viens ici, Ricardo! Ah, je te jure, ah, mais s'il revient, je pense que je suis heureux. Vraiment, parce qu'en effet, ça serait une vraie alternative. Bah, Il a quoi? Il a le... 31, 32 ans maintenant, il Je a. m'en fous, même à 42, je Oui, pense que oui. je le prends, hein. Non, non, mais pour dire, il vient, il est super solide. On sait qu'il est très bon. C'est exactement le type de profil qu'on veut, qu'on a eu Hmm. forcément et qu'on veut. Et ce serait une alternative complètement crédible. Et du coup, après, Lotomba, je pense, enfin, il a fait de très gros progrès cette saison aussi. C'est vrai. Très, très gros. J'ai été vraiment impressionné par sa fin de saison, sauf ses deux derniers matchs qui n'étaient pas terribles. Mais sinon, il a fait un milieu de saison très très bon. Et je me dis, faut compter sur lui aussi. Donc, je veux dire, 2 joueurs et demi sur un poste, c'est pas mal, sachant que Lotomba peut jouer à gauche aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, pour concurrencer Bard aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il a fait très bons matchs à gauche, hein, Lotomba. Donc, enfin, de très bons matchs. De bons matchs à gauche.
Donc à voir. Mais peut-être que justement, ça pourrait nous permettre de chercher un peu moins de latéraux qui sont ultra durs à trouver aussi. Alors, la sortie de Attal, elle a eu quand même comme bénéfice dans cette rencontre de changer le dispositif avec la Ouais, rentrée de Pablo Rosario dans cette défense à 3. Et alors, coïncidence ou pas, ça rimait un peu avec le mieux de l'OGC Nice tout à fait. dans cette deuxième acte dans ce deuxième acte, pardon. Comment est-ce qu'on analyse ça? Est-ce que, selon vous, c'est tout simplement anecdotique, il ne faut pas voir ce changement tactique comme d'un réel enseignement, ou pour vous, comme ce que tu disais Fab tout à l'heure par rapport au positionnement de la board, hein, parce que finalement jouer avec deux pistons plus hauts, ça permet aussi de recentrer la board. Est-ce que pour toi, Fab, réellement, ce dispositif-là, euh, a un réel avenir pour l'OGC Nice pour la saison prochaine? Alors, est-ce qu'il a un avenir? Je sais pas, ça dépendra du coach. S'il fait partie de tous ces coachs qui jouent en 4-3-3, la plupart du temps, non. Maintenant, est-ce que je souhaiterais qu'on passe sur un système à 3 derrière? Oui, réellement. C'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de recentrer les joueurs, donc là, la board aux côtés de Mofi, on voit que ça fonctionne 100 fois mieux. On a un Mofi qui est moins perdu, on a un milieu qui est un peu plus densifié. Mais bon, après ça, c'est des systèmes sur lesquels, là, on peut peut-être se permettre de le faire en cours de match pendant la saison comme ça, mais on n'a pas les joueurs pour le faire. Il te faut, dans un système comme ça, il te faut des pistons qui ont du coffre, qui sont capables d'aller vite, qui ont l'endurance suffisante pour tenir les allers-retours incessants et qui savent centrer aussi, ce On a qui serait Brahimi bien. si tu veux. Non, Pardon. on a dit qu'ils savent centrer. Et, et donc non, si on veut passer sur un système comme ça, il faut construire l'équipe l'année prochaine, enfin cet été, avec cet impératif-là. À l'heure actuelle, c'est sûr que ça pourrait pas être le système de prédilection. Maintenant, je pense que c'est un système qui se démocratise de plus en plus. On voit de plus en plus de coachs l'utiliser. Hayes l'utilise, Potter l'utilise, De Zerbi l'utilise aussi. Alors chacun un peu différemment, mais Hmm. le principe reste la défense à 3 avec ces pistons-là qui avalent les espaces sur les côtés. Et voilà, mais il faudra faire un mercato en fonction de ça si c'est le projet. Et en l'état, finalement, c'est pas déconnant parce que ça te permet aussi de densifier l'axe avec ces deux Ouais. pistons qui te prennent cette largeur-là. Ça te permet de densifier avec des joueurs d'axe qu'on a actuellement, des Boudaoui, des Ramsey, des Barclay, des Diop, Mm. des joueurs qui sont justement on va dire dans la création et qui sont plus à l'aise aussi dans le cœur du jeu. Et Ça Belaïd est aussi. un deuxième avantage aussi, pour moi, c'est au niveau de la défense. Passer à une défense à 3 en admettant qu'on garde Todibo, heu, tu mets Todibo en tant que, axial au centre, vraiment, presque dans une position de libéraux, lui qui est capable d'aller couvrir à droite, à gauche et cetera, parce qu'il est rapide, parce il sait utiliser son corps pour récupérer le ballon, sans faire faute et cetera. Et à côté de lui, tu mets Dante. Et bon, après, je ne sais pas si Viti, par exemple, pourrait jouer en axe droit, mais qui sont moins bons au niveau des ballons dans le dos, mais qui sont de meilleurs relanceurs que Todibo, parce que Todibo, je l'adore, mais par contre, ses relances longues, elles ne sont pas bonnes. C'est pas encore ça. Euh, Viti et Dante, on sait que leurs Il y a relances longues sont Youssouf beaucoup aussi, hein. plus intéressantes. Hmm. Il y a Youssouf aussi. Ouais. Il y a Youssouf, ouais, bah après lui, ça dépend comment le futur coach compte l'utiliser, parce qu'à la base, on nous l'a quand même vendu comme un milieu. Alors certes, il a beaucoup plus joué défenseur. Pour moi après, avis perso, c'est plutôt, enfin, pour moi, c'est plutôt un défenseur. Alors, il n'est pas dégueulasse avec le ballon, mais j'ai l'impression que dans une défense à 3 axe droit, c'est là où il est le plus à l'aise parce que justement, il a cette liberté-là avec le ballon qui lui permet d'avaler les espaces. Parce que, Ouais. mine de rien, Ouais. il a, une, il a un bon pied, pas suffisamment bon pour être peut-être milieu de terrain et être à la place de Boudaoui parce qu'il l'a déjà fait, notamment, je crois, à l'aller contre Bâle, où la première mi-temps, il avait joué, il me semble, 6 et ça avait été compliqué. J'ai perdu le fil. Oui, je te rejoins sur un point, Fab, euh, et ça fera un peu le lien avec notre dernière partie sur Digard.
c'est le placement de Todibo dans cette défense à 3. Il y a quelques années, c'était Dante qui jouait un peu ce poste de Ouais. libéraux sous Favre. Ça fonctionnait très bien. Il y avait autour, époque Favre, version 1, il y avait Malansar, il y avait Paul Bass, il y avait Maxime Lemarchand notamment, des joueurs comme ça. Mais là, le fait d'avoir placé Todibo à ce poste-là, ça permet aussi d'avoir une roue de secours auprès de Dante si jamais Ouais. il se fait prendre. Et aussi, ça permet de gommer et peut-être de masquer un peu plus les difficultés à la relance. Camille, par rapport à ce choix de dispositif, est-ce que tu y vois un réel message, ne serait-ce que de l'équipe qui semblait plus à l'aise, ou est-ce que vraiment on était sur un match de fin de saison, quasiment de pré-saison, où il ne faut pas réellement tirer d'enseignement par rapport à ce qu'on a vu? Ouais, honnêtement, je sais pas si on peut tirer des enseignements de ce changement-là, parce que Digard, il nous a quand même montré qu'il changeait relativement souvent de dispositif en cours de match. Il l'a fait souvent cette saison. Après, c'est bien d'avoir des joueurs qui arrivent à jouer dans plusieurs dispositifs et surtout qui arrivent à déclencher de nouvelles choses quand on change de dispositif. Maintenant, en effet, je pense que le fait d'avoir replacé Rosario en défense centrale quand Atal il est sorti, c'était déjà mieux parce que je trouve qu'il est meilleur à ce poste-là finalement qu'en milieu de terrain, clairement. C'est moins dangereux, on va dire, entre guillemets, façon de parler. Mais moi, j'aime bien ce 3-5-2 avec ses deux pointes offensives, avec ses trois milieux de terrain et ses deux latéraux. Comme disait Fab, c'est vrai qu'il faut avoir de très bons latéraux et qui ont vraiment du coffre. Et pour ça, Catal, dans sa forme optimale, ça aurait été génial dans ce dispositif. Mais clairement, parce que c'est exactement comme ça qu'il faut jouer. C'est un poste de latéral ailier, c'est parfait pour lui, Hmm. parce qu'il est bon dans les deux postes. Donc voilà, pour moi, pour Bard, ça irait pas quoi qu'il arrive parce que il n'a pas assez de qualité offensive pour moi pour jouer dans ce poste-là, enfin dans ce dispositif-là. Mais en effet, j'aimerais bien qu'on puisse continuer comme ça, surtout qu'on a Dante, qu'en effet Dante ça le couvre, ça permet de pouvoir plus se concentrer sur les relances et pas être entre guillemets stressé entre guillemets, parce que je sais pas s'il est stressé lui, je pense pas à mon avis, mais de se faire passer dans le dos, parce que c'est vrai que quand tu as un type comme Todibo derrière toi et que tu sais qu'il y a un joueur qui te passe, tu sais qu'il y a la deuxième lame qui arrive derrière et ça sécurise quand même. Donc, du coup, Hmm. tu joues plus relaxé. Et ça permet d'accélérer aussi peut-être plus le jeu. Parce que c'est vrai que quand on joue à deux derrière, Dante, qu'est-ce qui ralentit le jeu quand même? Moi, c'est ça qui m'ennuie un peu avec Dante ces dernières années. C'est quand les relances partent de lui, sauf quand il fait ses grandes relances, enfin ses longues relances, je trouve que le jeu est vraiment ralenti. Hmm. Donc, c'était compliqué. Et le fait d'être à 3 derrière avec un Youssouf, comme tu disais, plus à l'aise peut-être dans les remontées de balles, pour casser des lignes, ça va être plus intéressant, en effet. Et si Todibo reste, tant mieux. S'il ne reste pas, par contre, il faudra trouver son pendant. Et ça va être compliqué aussi. Alors, Ouais. Fab, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, je suis assez d'accord avec ça. Après, c'est vrai que vous avez parlé de Youssouf. Moi, je le considère un peu comme un milieu parce que c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, mais c'est ça. Et après, à la place de Dante, il y a Viti. Moi, j'aimerais vraiment le voir la saison Hmm. prochaine un petit peu plus. Alors, Dante fait ses matchs et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais quand même voir Viti parce qu'il Ouais, a je suis montré de bonnes d'accord. choses sur la première partie de saison. Ouais. Et au niveau de la relance, c'est bon. Il y a du potentiel pour moi. Il y a vraiment du Ah potentiel. oui, c'est sûr. Bah, c'est pas pour rien enfin, qu'il est considéré comme comme le futur défenseur Ouais, central de ouais. la squadra, hein, Azzurra. Ouais, et puis un gros transfert aussi l'été dernier. Maintenant, une saison quasi blanche, hein. Ouais. Et il n'a pas été. Alors, il a eu quelques blessures, mais la plupart du temps, c'est qu'il a tout simplement pas joué. Donc, pas évident aussi pour un jeune joueur de s'acclimater à un nouveau pays, un nouveau championnat, de nouveaux partenaires sans jouer là aussi. Bon, je dis pas qu'il aurait dû plus jouer, mais en tout cas, la gestion pose question en vue Mm. de la saison prochaine. Messieurs, dernière partie autour de Digard. Alors, le point de départ, ça va être la déclaration qu'il a eue suite aux mots de Dante. Alors la déclaration, si vous ne l'avez pas lue, je vous la cite, elle est rapide. Dante s'est exprimé sur le coup de la frustration après Toulouse. Si c'était à refaire, il ne le referait pas. À l'avenir, il y réfléchira. C'est l'enchaînement de ces mots qui donne de la résonance. Pour rappel, Dante avait quelque peu critiqué le mercato de l'été dernier, le besoin aussi pour les joueurs et pour le club que les dirigeants montent au créneau. En bref,
il a remué un peu la fourmilière. Et Digard, à la veille de match, il a remis un peu à sa place. Fab, par rapport à cette déclaration, il y a eu beaucoup d'échos par rapport à ça. Digard déjuge son capitaine. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu arrives à lire cette déclaration de Digard? Alors, ça m'a pas plu, mais alors pas du tout, du tout, du tout, franchement. Donc j'ai même pas. En fait, je l'ai vu passer sur Twitter, je l'ai lu. Je l'ai lu en version un peu plus longue, mais j'ai même pas eu envie d'aller l'écouter, tellement je trouvais ça hors sol et aberrant. Pour une fois qu'il y a quelqu'un dans le club qui communique et qui pose des mots sur les vrais problèmes, il se fait déjuger comme ça par son entraîneur, surtout avec les mots qui sont utilisés. Euh, il a parlé sans réfléchir. À un moment, non, non, il y a des problèmes, il met le doigt dessus. C'est bon, la politique de tout cacher sous le tapis, en fait, au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Donc, non, là, honnêtement, moi, sur cette déclaration, il m'a vraiment, vraiment, vraiment déçu. Euh, je sais pas ce qu'il cherche. Est-ce que c'est pour être bien vu auprès d'Ineos, pour rester, pour garder une place ou... J'en sais rien, mais en tout cas, non, là, moi, il perd beaucoup en crédibilité. Là. Camille, Voilà. quelque chose à rajouter par rapport à ça? Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. J'ai été déçu aussi. D'ailleurs, je l'ai tweeté aussi parce que je trouvais déjà, voilà, ces dernières conférences de presse à toujours défendre les joueurs alors que les joueurs montraient rien du tout sur le terrain. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on les voit les matchs, quoi. On les voit les matchs. On voit que les joueurs, ils font rien. Enfin, qu'ils font rien. Qui donnent pas tout sur le terrain, qui sont pas forcément à leur meilleur niveau. Au bout d'un moment, tu peux juste te dire, bon, les gars, réveillez-vous. Je leur ai dit qu'ils se réveillent, machin, mais arrête de les défendre. Donc, je trouvais ça déjà limite. Mais alors là, Dante, on avait marre de son faut travailler, faut pas lâcher, Faire faut son machin. Enfin, autocritique. faire son autocritique, ouais. Pour une fois qu'il ouvre sa gueule, pour une fois qu'il l'ouvre justement euh, et qui dit vraiment le fond de sa pensée sans les phrases lisses, habituelles, etc. de tout genre de foot. Non, il se fait taper sur les doigts, c'est pas cool. Alors oui, en effet, t'es pas censé discréditer en effet ton club et ton président et tes dirigeants, en effet. Et en effet, il a clairement discrédité ce qu'avaient fait les dirigeants la saison dernière, mais enfin en début de saison. Mais les choses ont été dites. Donc après, qu'ils reviennent pas dessus, Digard, ou qu'ils disent bon bah il a dit ce qu'il a dit, c'était sous le coup d'émotion, mais qu'il en reste là, ok. Hmm. Mais alors qu'il enfonce Dante, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus et je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Alors, est-ce qu'il a fait ça parce que lui aussi pense ça et qu'il veut pas que ce soit Dante qui soit en effet dans la ligne de mire d'Ineos ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais parce qu'ils se connaissent quand même bien depuis longtemps, hein, donc voilà. Mais non, je trouvais ça dommage. Oui, Déçu. c'est vrai qu'il émet un jugement hein, en disant que il n'a pas réfléchi, il ne le referait pas. Je vous rejoins, messieurs, hein, Dante qui arrive à sortir ça en conférence de presse d'après-match, en zone mixte. Lui qui a été habitué à toutes ces déclarations lisses, même qui nous sortaient par les yeux à force, parce qu'on se disait, on avait envie de le secouer. Tu disais, mais tu vois les matchs comme nous, tu vois bien que ça ne va pas. Là, il dit quelque chose que tout le monde pense, que Ouais. tous les suiveurs hors supporters de l'OGC Nice pensent, que tous les médias pensent. Et là, Digard, pour moi, alors je vais pas dire qu'il a scellé son avenir, mais arriver à en dire ça, c'est très compliqué pour moi parce que, comme tu le disais Fab, alors je sais pas si c'était en off ou en début d'émission, ben voilà, c'est encore une fois un manque de transparence, un manque de communication, un manque d'honnêteté intellectuelle, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu es Ineos et que tu annonces monts et merveilles depuis l'arrivée et le rachat de l'OGC Nice, euh, tu peux dire aussi, écoutez, on s'est trompé. Voilà. On a voulu viser trop rapidement. On va travailler, on va moins parler et plus faire, ce que demande Dante finalement. Hmm. Mais on va remettre un peu les éléments clés qui vont nous permettre, au travers de certaines décisions fortes, d'être au top sportivement. Parce que c'est bien beau de dire, voilà, on lâche tant pour tel joueur, on va viser la Ligue des Champions, on va concurrencer le Paris Saint-Germain.
Là, tu es 9 de Ligue 1, il y a Clermont qui est devant toi. Donc, bon, rien contre Clermont, hein, mais bon, au bout d'un moment, je suis aussi très déçu par la déclaration d'Igard qui, je pense, aime énormément le club. Ça, c'est pas. Voilà, il y a pas de question là-dessus, hein, pas de doute. Mais quel est l'intérêt de dire ça, en fait? Quel est l'intérêt de dire ça à ce moment-là de la saison? Donc, Ouais, je bon, comprends pas. j'ai pas l'explication. Euh, Comment est-ce que vous voyez l'année prochaine, en fait? Parce qu'au travers de ce match, au travers de cette réaction de l'équipe, etc., on pourrait se dire, les joueurs, ils ont envie, les joueurs n'ont rien lâché, les joueurs ont peut-être envie de continuer avec le coach. Alors c'est un peu la petite musique qu'on entend ces dernières semaines, malgré les rumeurs insistantes autour du changement d'entraîneur. Est-ce que c'est nécessaire pour toi, Fab, de changer d'entraîneur et de démarrer un nouveau cycle à la tête de l'OGC Nice? Oui, clairement, oui. En fait, ce que veulent les joueurs, on s'en fout. Les joueurs, la plupart, peut-être que pour la saison prochaine, ils seront pas là, ou la saison d'après, ils seront partis. On s'en fout. Là, on a besoin de bâtir quelque chose. On a besoin de repartir sur de bonnes bases, comme on aurait dû le faire l'année dernière avec la venue de Favre. Bon, sauf que le contexte a été mauvais parce que toutes les bases se sont cassées la gueule à ce moment-là et pour la suite qu'on connaît. Maintenant, les bases, elles ont été remises avec Disolfi, avec Bocquet, avec Blanc, même si on ne l'a jamais vu. Mais les bases sont là. Il faut reprendre un coach qui va être là à minima pour 3 voire 4 ans, voire pourquoi pas plus si ça fonctionne bien. Et partir de là, Digard, il a fait le taf pour faire la transition. Il y a eu pendant une période le choc psychologique du changement d'entraîneur qui a fonctionné. Bon, bah, très bien. Maintenant, il faut partir sur autre chose. Mais il faut bâtir correctement. Pas comme l'année dernière, évidemment. Alors, Camille, avant de te demander ton avis, 34 points récupérés en championnat par Didier Digard. C'est 3 de moins que l'Olympique de Marseille, 2 de mieux Ouais. que l'AS Monaco sur la même période, et 3 de mieux aussi que le Stade Rennais. Sur la phase retour, le GC Nice est 7ème. Voilà. Est-ce que ce bilan va dans le sens de Digard? Est-ce que pour toi, il a mérité de pouvoir continuer l'année prochaine? Je suis ultra partagé parce que j'adore Digard. Depuis qu'il a joué chez nous, clairement. J'ai toujours bien aimé sa façon d'être, son comportement. Il a toujours été respecté et écouté des joueurs. Il m'a surpris tactiquement. Je ne pensais pas qu'il avait ces notions tactiques quand il a commencé. Euh, J'étais super content au début, forcément. Après, forcément, quand un entraîneur prend les rênes d'une équipe en cours de saison, même s'il y a le choc, il y a eu un petit contre-coup. Moi, j'aurais juste aimé voilà, qu'il secoue un peu plus les joueurs, qu'ils soient moins copains avec eux, on va dire, dans les conférences de presse. Parce que du coup, quand il est comme ça dans les conférences de presse, à les couver absolument, enfin, on peut que penser qu'il est comme ça aussi naturellement et que du coup, c'est peut-être un peu trop copain-copain. Peut-être un peu trop. Je sais pas, hein, j'extrapole complètement, hein. Mais je me dis, est-ce que c'est ça qu'il nous faut? Est-ce qu'il faut le garder, sachant qu'il est proche des joueurs, qu'il a le même âge que certains joueurs, même plus jeune que Dante? Je sais pas. Est-ce qu'il faut pas justement un nom étranger ou enfin externe au club, pas forcément étranger, mais externe au club pour en effet apporter autre chose? Donc non, je suis vraiment partagé. J'arrive pas à me décider encore. J'aimerais que Digard continue pour voir ce qu'il peut faire sur une saison complète, mais est-ce que c'est pas risqué? Après, oui, on n'aura que le championnat et la coupe. Un championnat en plus avec 4 matchs en moins. Peut-être ça qui est risqué, justement, c'est qu'il y a 4 matchs en moins. Donc, comme disait Dante, il faut surtout pas rater le début de saison. Les 4-5 premiers matchs, ils vont être importants cette année, enfin l'année prochaine. Donc voilà. Après, l'avantage, c'est que voilà, il aura une grosse partie des joueurs qui se connaissent, comme on disait tout à l'heure, qu'il aura déjà travaillé avec, qui connaîtront déjà ses préceptes, on va dire, ses tactiques, etc., son animation offensive. Donc, ce serait bien. Donc, franchement, j'arrive pas à me décider encore.
si je veux quelqu'un de nouveau, si je veux que Digard reste. C'est hyper compliqué et bon courage à Ghisolfi avec la pression d'Ineos derrière le crâne. Bah, après, Surtout. Ouais, justement, ouais. il y a ça qui rentre en compte, c'est qu'il y a Ineos derrière. Et je vais rebondir un peu sur ce que dit Mister Nissa aussi, qu'il faut laisser le DS choisir l'entraîneur. Alors ça dépend, j'ai déjà dit, si le choix c'est Le Brie, je suis content, moi, personnellement, qu'Ineos Je s'en mêle. garde Digard. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un pari l'un comme l'autre. Mais il faut surtout garder à l'esprit qu'à mon avis, Ineos sont un peu en train de jouer leur dernière carte en termes de crédibilité. Donc il faut que le choix soit bon. Et que ce soit Digard ou que ce soit Le Brie, tu n'as pas de grandes garanties qui te sont amenées par ces deux entraîneurs. Un Potter t'en amène un petit peu plus. On évoquait aussi des Zerbi qui t'en amènent beaucoup plus encore. Donc je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faut se diriger. On avait évoqué à un moment pendant l'hiver aussi Pochettino, donc peut-être des entraîneurs qui t'apportent ces garanties, pas forcément pour dire que l'année prochaine on va finir champion, c'est pas la question, mais que le projet tel qu'on l'a vendu, tel que le veut Ineos à la base, démarre enfin et qu'on arrive enfin à se battre un peu pour les places européennes, et ça sur la prochaine saison, celle d'après, et ainsi de suite. Et je pense pas que ce soit avec un Digard ou un Le Brie que ça se fera. Alors, C'est trop risqué. que Ineos s'en mêle, ça paraît quand même assez logique, parce que depuis leur arrivée au club, finalement, Vieira est resté. Ensuite, il y a eu Urcea qui a pris la relève pour la fin de saison 2021. Galtier, c'est le choix de Fournier. Favre, c'est le choix de River. En fait, ça paraît logique qu'ils interviennent, qui donnent leur avis parce que, comme tu l'as dit, Fab, leur crédibilité est en jeu. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit dire un réel succès depuis le rachat de l'OGC Nice. Maintenant, on oublie quelque chose, c'est la stabilité d'un projet, en fait. Ce que dit Dante en conférence de presse, il dit euh, alors, je sais plus de quelle équipe il parle, lorsqu'il parle oui, il parlait de la Ligue des Champions. Il disait ça fait plusieurs années que les joueurs se connaissent, ils ont eu le temps de créer du lien, etc. Ben, je pense que l'entraîneur, c'est pareil. L'entraîneur, c'est exactement pareil. Et là, en fait, c'est pour ça que pour moi, il y a un contresens. C'est-à-dire qu'on veut démarrer un nouveau cycle, d'accord, mais c'est-à-dire qu'on veut jeter à la poubelle les 6 derniers mois qui sont écoulés. Sans dire que c'était génial, génial, il faut pas non plus tout remettre en cause, parce que mine de rien, on parlait de Todibo au centre de la défense à 3, l'intronisation de Buonanni dans le 11 avec des minutes, le fait d'avoir stabilisé Boudaoui au poste de numéro 6, Ouais. le fait voilà, d'avoir redonné de la confiance à la board, le fait d'avoir progressivement intégré Mofi dans le 11. Il y a encore une marge de progrès parce que hier soir c'est très très compliqué encore comme prestation, mais il y a du mieux. Lotomba n'a jamais été autant à l'aise que sous Digard. Encore une fois, c'est pas évident parce que j'ai la volonté moi aussi qu'on soit stable. Qu'on soit stable. Et je pense pas que Digard restera. Mais s'il part, ou du moins si un nouvel entraîneur arrive, sûrement, mais il faut que ce soit, on va dire, enfin, clair comme de l'eau de roche, quoi. Il faut qu'il arrive à l'heure, enfin, je veux dire qu'il n'y ait pas de retard, qu'il la prépare, qu'il soit en ligne de mire, qu'il ait ses joueurs, etc., qu'on le mette dans les meilleures conditions. Sinon, on recommence encore les mêmes erreurs, notamment l'été dernier avec Lucien Favre. En fait, moi, je suis soucieux de la stabilité du projet de manière générale, peu importe l'entraîneur qui est à la tête du club. Et ça, c'est un peu la culture de l'instant. On a vu bon nombre d'entraîneurs qui sont partis en cours de saison. On a vu ce qui s'est passé du côté de Troyes et la dynamique infernale dans laquelle ils sont tombés. Enfin, Ouais. le foot, ça se fait pas en 6 mois, quoi. Voilà. Bah non. Ouais, après d'un autre côté, on peut se rassurer quand on voit les rumeurs qui sont sorties sur le coach. On parle de coachs qui ont construit des équipes déjà. C'est pas Bielsa qui peut te claquer la porte du jour au lendemain, ou des mecs comme ça qui ont l'air d'être pistés. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui est recherché. Maintenant, voilà.
encore une fois, Digard, il a fait de bonnes choses. Il commence à préparer peut-être les bases pour la saison prochaine. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été bonnes non plus, mais je pense qu'il te faut un coach qui vient s'inscrire dans la durée pour bâtir ce projet, mais qui t'apporte des garanties immédiates aussi. Qui est pas la mauvaise saison d'acclimatation, etc. Je pense que Ineos peut pas se le permettre, en fait. Ouais. Ils sont arrivés dans un moment où c'est un peu le tournant, quoi. Il y avait la fin de la version 1 l'été dernier. On pensait qu'il allait avoir un nouvel élan. Force est de constater que pour l'instant, c'est toujours compliqué. Ouais. Camille, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, pas forcément. Après, il faut pas oublier le rachat à Manchester, s'il sera ou non. Après, moi, j'ai tendance à croire que c'est indépendant l'un de l'autre, en fait. Je pense pas que ce soit vraiment lié. Sauf sur. Ils sont, oui, plus occupés en ce moment, en effet, du côté de Manchester, à essayer de finaliser la vente, etc. Je suis d'accord. Mais que ça se fasse ou que ça se fasse pas, ils ont quand même un club de Ligue 1. euh, j'ai la prétention de dire du haut de la Ligue 1 à faire tourner, malgré tout. Je veux dire, c'est pas Lausanne, un club de division suisse. On sait voilà, on sait qu'en Suisse, il y a deux, trois équipes qui sont de niveau convenable, mais après, c'est pas du super niveau non plus. Donc voilà. Là, c'est différent quand même. Je pense pas qu'ils laissent tomber les investissements chez nous. Parce que c'est quand même aussi leur image de marque aussi. Ils peuvent pas se le permettre. Et c'est pas ce qui les aidera à acheter d'autres clubs, on va dire, si jamais ils nous lâchent un peu. Lausanne qui, j'en profite, a validé Remonte. sa remontée en première division suisse. Donc Très félicitations à positif. eux. Très Comme positif. quoi ça peut fonctionner sous Ineos. J'espère que c'est pas lié, Camille. J'espère que c'est pas Mm. lié. Parce que si c'est lié et qu'on attend là dans l'antichambre que Ineos valide ce rachat du capital de Manchester United, en fait on est les dindons de la farce. Et à la limite, qu'ils fassent ça de leur côté, mais qu'ils laissent Bokeh, Ghisolfi et compagnie, les dirigeants qui sont en place au club, avoir la main sur les décisions et qu'on puisse réellement attaquer la saison suivante. Mais là, C'est ça. bon, les signaux qui sont envoyés, alors j'ose espérer que ça bosse en sous-marin et que, Ouais. bon, il y a quelques petites rumeurs qui sortent par-ci par-là, finalement c'est du recyclage par rapport à l'été dernier, et que les 3 jours qui suivent Nice-Lyon, moi je suis désolé, mais après la saison qu'on vient de se passer, qu'on vient de s'envoyer, il faut qu'il y ait des décisions fortes, il faut qu'on ait une visibilité et qu'on nous dise les choses, quoi. Parce que franchement, c'est terrible ce manque de communication, ce manque on va dire, de clairvoyance sur un Ouais. projet comme ça, quoi. Enfin, si on transpose cette situation-là au monde de l'entreprise, vous travaillez sans doute, messieurs, mais c'est terrible, quoi. On doit imprégner une dynamique et pour l'instant, c'est compliqué. Messieurs, est-ce qu'on passe au Ouais. quiz? 5 petites questions mêlant Allez. eh bien, Montpellier et l'OGC Nice. Voilà, j'espère que vous avez Voilà. révisé. Je me doute que vous avez Non, pas révisé. du tout. On va faire sur la rapidité. Ok. Vous, voilà, vous prenez pas la parole dès que vous avez la réponse ou pas. Vous l'avez, moi je compte les totaux pour savoir qui c'est qui l'emportera. Première question, messieurs. De quelle saison date la dernière victoire de Nice à Montpellier? 2022-2023. Non, avant celle d'hier soir. Avant celle d'hier soir, bien sûr. Ah, c'est au passé, ça veut dire ça. 2013-2014 peut-être. Mauvaise réponse. Non, je n'ai aucune idée. J'ai pas révisé. T'as pas révisé. Il y avait eu 2-0 pour l'OGC Nice. C'est une saison où Nice avait terminé quatrième. Ah, c'est Puel, ça. C'est 2015-2016 alors du coup. 2015-2016 ça. pour Fab, effectivement. Donc vous avez la saison, je vous ai donné le score. Qui étaient les buteurs? Je veux les deux buteurs. Belanda et Ben Arfa. Non, il n'y avait pas Belanda, je suis con. Ben Arfa et Germain. Alors Germain, 1 point. Il manque l'autre buteur. Qui jouait Non. dans le trio offensif avec Germain et Ben Arfa. Pléa? Pléa. Bien joué Camille.
il était déjà là, sous Puel? Ah, Je m'en en rappelle. fait, j'y pensais depuis tout à l'heure, je me disais, mais Ouais, mais il jouait des. je me dis: «Non, mais il me semble qu'il est arrivé la saison d'après, mais non». Je crois que de mémoire, il arrive en 2014-2015, sans Ouais, dire de, il de était là. bêtises. Ça fait donc 2 points pour Fab, 1 point pour Camille. Mais si on cherche un joueur, je vais vous donner son parcours. On commence par le Stade Malherbe-Neuquén, formé là-bas, Valence en France, OGC Nice, Montpellier, Kaiserslautern, Nice, 2 clubs au Qatar, Strasbourg. Il n'est pas évident. Fin de carrière en 2013 après avoir joué 2 ans au Gabon. Putain, en 2013. Il est passé de Nice, Montpellier, Kaiserslautern. Caen, Il est revenu à Nice. Valence, Nice, Montpellier, Kaiserslautern, Nice, 2 clubs du Qatar, Strasbourg. Strasbourg, c'était 2010-2011. Waouh. Mulungi? Alors non, il était international camerounais. Et son fils a joué hier. Ah putain, pardon. Il joue à Montpellier, son fils. Oui. Oui. Ah, le nom. Monsieur Nissa là, Bill Bill Chateau pour Camille, bien joué. Ah, mais c'était son fils. Merci pour cet indice. Ouais, c'est son, Parce que du coup, c'est son fils, non? Ah, je savais pas. Je crois que c'est son Ah fils bah, parce qu'il est. moi, c'est ce que je me suis dit hier quand j'ai entendu son nom. J'ai dit, ah putain, ça doit être son fils, j'ai pas Bah, vérifié. je suppose que c'est son fils. Oui, oui, Monsieur Nissa, qui est vraiment notre informateur du soir, nous le confirme. On est sur une égalité parfaite pour l'instant. On cherche un autre joueur, messieurs. Formé à Lens, il a joué à Lens. US Créteil, comme un certain Sami Traoré. OGC Nice, Sochaux, Montpellier. Fin de carrière à Montpellier. Champion de France 2012. Camara. Non. J'adorais ce joueur. Il est passé à Sochaux. Formé à Lens, US Créteil, Nice, Sochaux, Montpellier, milieu de terrain. Équipe championne de Montpellier. Champion de France 2012, oui. Milieu de terrain. Sochaux, Attention, qui a été également coach cette année de Montpellier. Romain Pitot. Romain Pitot. Ah, je vous donne des indices, les gars, c'est Ouais. c'est cadeau. C'est grâce hein. aux indices que je les ai. Hein. C'est cadeau. Hein. Alors, j'en ai une dernière. Ça terminera peut-être sur une égalité. Mais au pire des cas, c'est pas grave. Sur la double confrontation entre Nice et Montpellier, sur la saison, vous prenez les 2 scores. Qui est le meilleur buteur de cette double confrontation? Savanier. Savanier pour Camille. 3 buts. Il a marqué à l'aller. 1 but, c'est 2 buts hier. Et il avait pas marqué la board à l'aller? Sur les 6 buts? Je crois pas, non. Doublé de Barclay, doublé de Pépé. Non. Ah oui, c'est Un Pépé qui a Thuram. marqué. J'ai oublié. Pépé, ouais. Ah, mais j'ai oublié que Pépé, il a joué à Nice. C'est vrai qu'on a pu parler de lui. C'est vrai. Nicolas Pépé est toujours sous contrat à l'OGC Nice, première nouvelle. Ok. Heureusement plus pour longtemps. Bon, victoire de Camille, 4 buts à 2. Bravo mon cher Camille. Messieurs, cette émission touche à sa fin. Un grand merci de m'avoir accompagné pour ce débrief, cet avant-dernier débrief de la saison 2022-2023. On se retrouvera la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Et on se retrouvera également le 7 juin au soir pour une libre antenne spéciale en collaboration avec Avantinissa, où vous êtes les bienvenus pour venir interagir avec nous et débriefer la saison avec nous. Voilà, le 7 juin, notez bien. Save the date, comme disent les gens qui travaillent en agence de communication. Voilà. Je marque de suite. Voilà. Je bloque l'agenda. Un grand merci à tous les deux, un grand merci au chat. Merci à toi. Émission à retrouver sur YouTube dès ce soir, sur Spotify également dès ce soir. Merci Fab pour ta première et puis passez une très très bonne soirée et Issa Nissa. Ciao ciao. Ouais, bonne soirée, Allez, ciao. ciao.